Bon, on va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu. Nous sommes donc réunis ici pour marquer un événement. C'est l'apparition du 4e volume, je crois, de notre série d'anthologie. Et donc, un volume dirigé par Anita Davidenkoff et donc avec l'équipe de traducteurs qui vous sera présentée et donc qui est consacrée à la poésie du XVIIIe siècle, après donc celle du XXe, celle du XIXe, celle du début du XXIe. Vous voyez, encore quelques trous possibles. Donc c'est les débuts de la poésie russe. C'est une partie peut-être un peu moins connue, peut-être d'un abord pas forcément facile, mais où il y a, je crois, beaucoup de choses à découvrir et que vous avez en fait passé une grande partie de votre vie, parce que vous avez fait autre chose aussi à certains moments, mais vous avez passé une grande partie de votre vie à étudier, à faire découvrir. Et donc c'est un peu le couronnement ou l'aboutissement de ce parcours. Moi je me souviens, parmi mes tout premiers souvenirs, puisque Anita était l'étudiante de mon père, donc c'est Anita et Djerdjavine, parce qu'elle venait avec ses questions, ses considérations sur Djerdjavine, le baroque, etc. Donc ça a un peu bercé toute notre enfance, peut-être moins la tienne, parce que donc je vous passe la parole. Et puis, donc, nous reviendrons un peu sur les cas. Il y a vraiment donc c'est une anthologie, donc c'est normal que dans une anthologie, il y ait de beaux poèmes, mais il y a vraiment des choses tout à fait remarquables et qui laissent deviner tout un univers vraiment passionnant dont nous allons donc maintenant vous parler un petit peu. Bon, merci, c'est comme ça que je tiens le micro. Oui. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est un travail collectif, cette anthologie, et il y a plusieurs personnes qui sont associées et que je veux remercier ici. Tout d'abord, Florence Corrado, qui est professeure à l'Université de Bordeaux, avec qui nous avions participé à l'élaboration d'une autre anthologie publiée en 2018, intitulée 100 poèmes de Moscou, sur Moscou, pardon, et qui a assuré donc la traduction de la moitié de ce que nous présentons ici. Je voudrais nommer aussi, bien qu'il soit absent, le professeur Rodolphe Baudin, qui nous a fait l'honneur de nous offrir sa propre traduction du grand poème de Karamzine intitulé Aline. Karamzine est un poète qui incarne le grand sentimentaliste, auquel nous avons adjoint la traduction d'une de ses brillantes étudiantes, Mélanie Kedrov, qui est l'auteur d'un mémoire sur le poète Nicolas Lvov, aussi présenté dans l'anthologie. Et on a réuni comme ça le maître et sa disciple, et qui est de plus une descendante des 3 poétesses situées. Voilà, il y a même au milieu donc, un médaillon de la parente de Mélanie. Anna Boudina. Le nom Anna Boudina. Anna Boudina, oui, bien sûr. Voilà, et merci aussi à Daniel Struve. Je ne veux pas dire depuis combien d'années je le connais, mais ça fait très longtemps. Je l'ai déjà dit. Et qui a assuré la relecture de la totalité de l'ouvrage, lui donnant une certaine unité stylistique. C'était un travail laborieux. Voilà. Et enfin, Mélanie, l'autre Mélanie, Struve aussi, qui avec une patience infinie a su tenir compte des exigences des uns et des autres pour élaborer la traduction, l'édition, résoudre tous nos autres problèmes techniques et informatiques. C'était très prenant. J'ai mesuré la chose. Enfin, j'ai proposé de dédier cette anthologie à la mémoire de Nikita Struve, qui a été l'initiateur de cette collection. Donc on a déjà nommé les anthologies publiées antérieurement. Et je proposais de compléter son projet en présentant les auteurs du XVIIIe siècle. Nikita avait commencé sa collection par le volume consacré au XXe siècle.
Et il disait que le XXe siècle, c'était son siècle, dans le sens où il avait connu, sinon le poète Mandelstam, du moins sa veuve, et il avait rencontré la grande poétesse Anna Akhmatova. Tous ceux qui se souviennent. Voilà. Et donc c'était un siècle qui lui était familier. Puis suivi le volume sur le XIXe siècle et sur le XXIe siècle réalisé par nos collègues, dont Tatiana Viktorova, mais elle n'est pas là, vous le direz à l'occasion. Le tout, comme on voit, suivant une logique non chronologique. Il m'avait semblé qu'il manquait ce volume des origines, sur les origines de la poésie russe, et j'ai rencontré le soutien de Mélanie, de Tania, qui n'est pas là, Masha Stachowicz et d'autres membres de ce conseil éditorial. En proposant cette dédicace pour Nikita, j'ajouterai que plus d'une personne parmi nous voulait lui manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné il y a de cela plus de 65 ans. Ça a commencé par la Sorbonne, puis ensuite il est devenu professeur à Nanterre, et voilà. Pour présenter l'anthologie, je voudrais renvoyer le lecteur à l'introduction générale et aux petites biographies que je fournis en tête de chaque poète. Que dire de la sélection des auteurs? Nous traversons toute l'époque qui va de la fin du XVIIe siècle au XVIIIe siècle. Pour être plus précis, nous commençons par les premiers poètes de la prestigieuse Académie gréco-latine de Kiev. Académie qui a été fondée au début du XVIIe siècle, en 1632, par Pierre Mogila, un prélat d'origine moldave, né à Suceava, qui se trouve aujourd'hui en Roumanie. Vous voyez, je voudrais souligner d'emblée le multilinguisme qui caractérise les poètes du monde slave. Le premier poète que j'ai retenu, c'est Simeon de Polotsk, originaire de l'Union polono-lituanienne. Donc c'est la fin du XVIIe siècle. Et, il a rédigé il rédigeait aussi bien en polonais qu'en russe. Donc le premier poème que j'ai retenu était l'original est en polonais. Je possédais une traduction en russe qui a été réalisée par le comité scientifique de la ville de Biélorussie. Peut-être de Polotsk. C'est pas Polotsk? Non, alors, oui, c'est Simeon de Polotsk, une petite ville de Polotsk. Dans le cas du second poète, Prokopovitch, il est aussi du tout début du XVIIIe siècle. Il mêle un fond de slavon et du russe avec des traits dialectaux grand russien, ukrainien et biélorusse. Et ça ne sera qu'à partir des années 1730 que se constituera un champ littéraire proprement russe, qui conduira à l'émergence de la poésie russe classique. Au XVIIIe siècle, en Russie, nous traversons tous les courants littéraires, du baroque au classicisme et par-delà au sentimentalisme. Je voudrais dire que c'est qualificatif et ce découpage par période, on appelle ça la périodisation, c'est-à-dire que quelquefois c'est décalé un petit peu avant, un petit peu après le siècle finissant. C'est pourquoi on a des auteurs qui meurent au XIXe siècle en fait. Mais c'est signalé dans les anthologies. Donc, oui, je disais encore que le XVIIIe siècle en Russie, celui qui traverse tous les courants littéraires du baroque au classicisme. Nous sommes au cœur des influences occidentales, particulièrement avec la découverte de la littérature française. Alors tous les classiques français sont présents
C'est le siècle, d'ailleurs, de la littérature française en Russie. Et avec Catherine II, il y a non seulement sa correspondance avec Voltaire et Diderot. Elle avait invité Diderot elle veut racheter sa bibliothèque. Il y avait des problèmes d'argent, je crois, et il lui a laissé l'accès jusqu'à sa mort, le philosophe, pour s'occuper de cette bibliothèque. Il venait en Russie. Alors, en fait, nous sommes face au XVIIIe siècle à deux pôles historiques. Le XVIIIe siècle est alors ressenti comme étant un siècle des Lumières, censé incarner un absolutisme éclairé, c'est-à-dire que les Lumières venaient mais d'en haut. Et cet absolutisme éclairé était en fait octroyé par l'impératrice selon son propre vouloir. Et bien sûr, personne n'est dupe. Parmi les écrivains sélectionnés, nombreux ceux sont qui dénoncent l'esclavage. L'esclavage qui parfois se transforme en ode à la liberté. Et on a mis un petit extrait d'une œuvre absolument célèbre de presque 550 vers. Vous voyez, je ne mets qu'un petit peu, que quelques extraits. L'auteur s'appelle Alexandre Radichet. L'auteur de l'ode sur l'esclavage est de Vassili Kapnist. Et selon les aléas de l'histoire, ces œuvres font pendant au panégyrique, qui sont d'usage, panégyrique sur tous les empereurs régnants, de Pierre le Grand, en passant par Catherine II, pour arriver à Alexandre Ier. L'autre caractéristique de cette époque, c'est l'importance du rôle des femmes au cours de ce siècle. Aussi, comme on le voit, l'éventail des genres poétiques est immense. Le seul poète Smarukov, du milieu du XVIIe siècle, a recours à plus de 30 genres, des épigrammes aux odes spirituelles. Vous me direz que c'est un héritage de l'Antiquité, de toute façon, les odes anacrontiques, pindariques, etc. Toutefois, en plus, il y a rajouté toute la poésie spirituelle, qui n'existait pas. Au moins, une nouveauté. Avec toutes les paraphrases de psaumes auxquelles ça donne les poètes du XVIIIe siècle. Je voudrais dire encore que les poètes sont les témoins de leur temps. Il suffit de lire les récits sur les guerres comme le texte de Prokopowitch. Je dirais qu'ils sont en quelque sorte les médias de leur époque. Prokopowitch avait été invité sur le champ de bataille par Pierre le Grand en personne. Donc il a raconté la première bataille des Sauturques. Voilà, je pense qu'il y a des poèmes ici pour tous les goûts, suivant nos envies du jour ou du soir, si l'on a envie de lire un petit poème avant de s'endormir. Voilà. Alors, oui, comme je disais, on peut vous proposer un poème totalement rococo du poète Djerjavin. C'est une ode anacréontique sur la naissance de Vénus, qui se réfère au tableau du Louvre de François Boucher. Et à côté du même auteur, Djerjavin, à côté, on trouve son ode Dieu, qui est traduite par Nikita Struve, justement, et que Daniel voudra bien vous lire. Ou bien encore, on trouve une fable savoureuse, comme celle de Krylov, qui se moque des travers de la société. Ailleurs, certains poètes laissent entendre un lyrisme intime dans une chanson d'une douceur sans pareille, comme le fait Dimitriev à propos de la mort d'une petite colombe. Mais ce n'est qu'un échantillon de tout ce que vous trouverez dans cette petite anthologie. Et je laisse la parole maintenant à Florence pour vous dire quelques mots sur la poésie féminine.
Merci Anita. Je voudrais dire d'abord que je suis honorée d'avoir participé à cette anthologie à vos côtés. C'était à la fois un plaisir de travailler ensemble, mais aussi un moment d'apprentissage qui a été très, très fructueux pour moi. Alors quelques mots au sujet des quelques femmes que nous avons choisies. C'était effectivement l'un des enjeux aussi de cette anthologie, de donner une visibilité aux premières femmes poètes de la littérature russe qui sont peu connues jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons retenu 3 noms. Anna Zhukova, dont on connaît peu de choses, si ce n'est qu'elle a publié plusieurs poèmes dans une revue moscovite qui s'appelle Hippocrène. Une des premières femmes poètes russes, donc, et représentante de la poésie sentimentale, qui en fait était la poésie à laquelle étaient assignées les femmes à cette époque-là. Le poème choisi s'intitule Expérience hivernale. C'est une description de la nature russe. Donc là aussi, c'est un thème assez fréquent dans la poésie écrite par des femmes. Mais c'est un poème intéressant parce qu'il allie une ouverture sur l'extérieur, donc la nature, et puis s'y oppose une scène d'intérieur. Et ça aussi, c'est un élément qu'on va trouver récurrent dans la poésie chez d'autres femmes. Mais ce qui m'a intéressée dans ce poème aussi, c'est le motif de la route, dont on sait que ça va devenir un topos de la littérature russe, bon, déjà au XVIIIe siècle, mais par la suite, on peut même dire jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la deuxième poétesse présentée est Ekaterina Knyazhnina, alors fille du célèbre poète Soumarokov, qui l'a initiée à l'art de l'écriture, mais c'était aussi l'épouse du dramaturge Knyazhnin. Autant dire que sa position sociale a aidé à lui trouver sa place sur la scène littéraire. Sont présentés 2 poèmes à la thématique amoureuse, l'un présentant un sujet lyrique masculin, l'autre un sujet lyrique féminin. Et puis la troisième poétesse dont nous avons déjà parlé, c'est Anna Bounina, sans doute la plus célèbre et passée à la postérité. Première femme poète à s'être consacrée entièrement au travail intellectuel, à la traduction et à l'écriture poétique. On peut remarquer aussi qu'elle ne s'est pas mariée, ce qui est remarquable à cette époque. Je voulais souligner aussi la publication de son recueil, La Muse inexpérimentée, en 1809, par lequel elle a reçu la reconnaissance de ses pairs et de ses pairs masculins, Derzhavin, Dmitriev, Krylov, dont vous avez parlé. Elle a été élue en 1811 au Cercle des amateurs du verbe russe, qui défend une conception néoclassique, voire archaïsante de la langue et de la littérature. Et c'est Anita a parlé de cette période de formation de la langue russe. Mais en même temps, dans la poésie que nous allons lire tout à l'heure, vous verrez au contraire beaucoup de modernité. Un des poèmes retenus s'appelle, je ne sais plus comment on l'a traduit, Dialogue entre femmes, voilà, qui se présente sous une forme théâtrale et donc une forme tout à fait moderne, donc qui contredit en quelque sorte cette assignation conservatrice qui lui a été reprochée par les modernes que sont Karamzin et Pouchkine, qui viennent à la suite du XVIIIe siècle. D'Anna Bounina, nous avons retenu aussi un poème du rivage marin, dont je veux bien dire un mot parce qu'il il y a une continuité avec les poèmes précédents, et notamment celui d'Anna Zhukova, parce que c'est à la fois une évocation de la nature,
d'une scène intime familiale, donc de nouveau un thème récurrent dans la littérature, dans la poésie féminine de cette époque-là. Et puis aussi, à la fin, il y a la plainte d'une voix lyrique malade. Or, c'était la réalité de la vie d'Anna Brunina qui a souffert d'une maladie incurable. Je dirais que Anna Brunina donc, a des descendants représentés ici. Madame Tymshansky, Badine Tymshansky, et Mélanie Kedrov, mais qui est la fille de Madame Brunina. La nièce, une nièce, c'est ça. Petite ou grande nièce, je ne sais pas. C'était la tante de mon arrière-arrière-grand-père. Voilà. Exactement. On ne peut pas avoir de meilleure explication. Bref, c'est pas nous qui avons écrit les poèmes. Vous allez les lire. Alors, oui, alors oui. C'est nous qui commençons. Oui. C'est vrai? Oui. Alors, oui, ne me tracassez pas. Mais en même temps, c'est pas. Justement, c'est un poème qui n'est pas écrit. Il y a d'autres poèmes qui sont écrits de manière mesurée, très, très stricte. Ça n'est pas le cas de ce poème-là, donc il nous donne plus de liberté pour la lecture. Voilà, c'était un petit aparté. Alors, dialogue entre femmes. Ce poème se présente effectivement de manière théâtrale, entre des prises de parole alternatives, donc entre les femmes, un chœur de femmes, et moi, c'est-à-dire un sujet lyrique, c'était une citation, un sujet lyrique féminin. La poétesse. La poétesse. Donc ce sont les femmes qui commencent. Sorette, chère amie, quelle joie pour nous. Tu écris des vers. Dans les odes, les fables, les contes, tu sais trouver différentes couleurs. Pour sûr, ton cœur est plus proche des louanges. Mais les hommes, ma chère, ah, Dieu nous en préserve. Leur langue est une lame aiguisée. À Paris, à Londres, comme en Russie, tous égaux. Tous, ils répètent la même chose, des outrages. Et ce sont les dames qui souffrent. Nous attendons des madrigaux et lisons des épigrammes. N'attends pas de louanges des frères, des maris, des fils, des pères. Nous avons tant attendu notre poétesse. Chantes-tu? Dis-le-nous. Oui, oui, Sorette chérie. Loué soit le Très-Haut, depuis 5 ans je chante. Et qu'as-tu chanté pendant ces années? À dire vrai, nous ne sommes pas toutes savantes en russe. Les écrits russes sont alambiqués, et ils ne sont plus à la mode. Je chante les beautés de la nature, plonge la corne du croissant dans les eaux, compte les gouttelettes de rosée, admire le lever du soleil, veille sur les bêtes dans les prés. Je donne aux bergères un flutio, tresse des fleurs dans les cheveux, blondes comme le lin de leurs amis, je leur demande de se donner la main, pour ensemble courir, sauter, danser, sans froisser de leurs pieds agiles un seul petit brin d'herbe. J'élève au ciel d'arides falaises, plante des arbres aux belles branches, pour que le vieillard en été se repose sous leur ombrage. J'attrape des papillons sur les roses, réunis les chanteurs à la plume, cependant que je suis prise de langueur au tri du rossignol. Ou soudain, libérant la crinière des chevaux, je leur ordonne de filer plus vite que le vent d'est, pour que leurs sabots lèvent la poussière jusqu'aux nues. Ou bien je dessine un champ tout couronné d'épis, qui sous les rayons du soleil, prenant l'aspect de mer, d'or fondu, ondule, scintille et flamboie, éblouit le regard, prête à récompenser les humbles paysans. La beauté de la terre, à mon humble voix, donne des forces, et je deviens plus audacieuse. Ah là là, quelle sornette! Pas un seul mot sur nous. Quel profit nous apporteront ces chansons? À quoi bon ces bêtes cornues ou sans cornes? Ce n'est pas à nous de mener les troupeaux. Tu es donc le chantre des animaux?
Fort bien. Mais si tu prends ce chemin, va donc dans les tanières, traîne au milieu des champs, et ne sois pas un poids pour la capitale. Non, non, mes bien chères sœurs, je chante aussi les hommes. Très bien. Qui honores-tu, et de quelle manière? J'ai chanté parfois les exploits des guerriers qui, dans de sanglants combats, ont perdu la vie pour leur foi, pour le tsar, et secouant de ma voix le chant de bataille, les emportais sous les lauriers, versant sur eux une larme. Parfois, quittant chagrin et peine, j'allais vers les gardiens des lois, j'emplissais mon esprit de gaieté, et sous leur égide, me reposais insouciante. Parfois, tendant l'ouïe vers les poètes, je pliais les genoux devant leur lyre sonore. Parfois, poussé par la vénération, je chantais le physicien, le chimiste, l'astronome. Ici encore, pas un mot sur nous? Voilà un vrai service. Que nous apportes-tu? En quoi nous aides-tu? À quoi bon avoir appris la poésie? Tu devais tout puiser auprès de tes semblables, et tu t'es mise à louer les hommes. Leur sexe est-il donc seul digne de louange? Félonne, toi-même réfléchis bien, est-ce là ton affaire? N'ont-ils pas assez de leur turiféraire? Ou bien il est en nous moins de vertu qu'en eux? C'est vrai, mes chers, vous n'êtes pas inférieurs. Mais, hélas, les hommes, et non pas vous, sont dans des tribunaux. Ce sont eux les auteurs que les lauriers couronnent. La gloire littéraire est entre leurs mains, et chacun, malgré lui, est plus proche de soi. Alors, on a encore un petit programme. Oui, on continue. On continue. Je vais lire moi-même 2-3 petits poèmes. Et je laisserai la parole pour couronner le tout à l'ode de Djerdjaline, que lira Daniel. Donc, je commence par le poète Trediakowski, qui est venu d'ailleurs à Paris en 1711. Il a été invité à la Sorbonne et Pas loin d'ici. pas loin d'ici, tout à fait. Et voilà, il a écrit un texte, oui, un éloge de Paris. Et ce petit éloge, je me disais que ça aurait très bien été pour les Jeux Olympiques, vous verrez. Parce que on pourrait le mettre en vitrine. Alors, éloge de Paris. Lieu splendide, bien-aimé berge de la Seine, les Champs-Élysées ne prévalent pas sur toi. Demeure de la douce paix et de toutes les joies, où il n'y a ni gel l'hiver, ni canicule. Au-dessus de toi, le soleil déambule en riant, et nulle part ailleurs ne brille avec autant d'éclat. Un agréable zéphyr revêt les fleurs d'écarlate, et longuement perdurent leurs aromates. Une lymphe toujours rafraîchissante s'écoule en toi, et les nymphes se promènent chantant harmonieusement. Apollon, accompagné par les muses, joue à merveille de la lyre, de la cithare et de la syrinx. Lieu splendide, bien-aimé berge de la Seine, où il n'y a point de place pour les manières rustres, car tu maintiens tout dans la noblesse. Demeure seyante aux dieux et aux déesses. Tes eaux abreuvent avec suavité les lauriers de la gloire. Tous les peuples aspirent à demeurer chez toi. Tu fais couler le lait, le miel et la joie plaisante, en vérité comme nulle part ailleurs. Lieu splendide, bien-aimé berge de la Seine, qui ne t'aime point sinon un esprit sauvage. Quant à moi, je ne pourrai t'oublier tant que sur cette terre je vivrai. On va mettre en vitrine. C'était la tonalité en tout cas. Alors, la deuxième lecture, c'est un petit texte du poète Dimitriev.
1691. Alors, intitulé Les gémissements du petit ramier azuré. Alors, le ramier, c'est un pigeon ou une colombe, bon, comme on veut. Chanson, alors, gémissement du petit ramier azuré. Il gémit, le petit ramier azuré, il gémit jour et nuit. Sa tendre compagne s'est pour longtemps au loin envolée. Il ne recoule plus et ne picore plus les tendres. Il ne cesse de languir et se languit et de languir encore, et doucement verse ses pleurs. Il volette d'une jeune branche à l'autre, et de tous côtés, sa compagne, sa chère compagne guette. Il l'attend, hélas, en vain. Ainsi en a décidé le destin. Il s'étiole insensiblement, le petit ramier fidèle et passionné. Sur l'herbe tendre, il se couche, enfouit son bec dans son plumage. Désormais, ne gémit ni ne soupire. Le petit ramier s'est endormi à jamais. Soudain, la colombe arrive à tire-d'aile. De loin, telle une larme en peine, se pose au-dessus de son bien-aimé, tente de le réveiller, mais en vain. Elle pleure, gémit, le cœur débordant de chagrin, tourne autour de son cher ami. Las, jolie Chloé, ton doux ami ne se réveillera plus. Et une dernière thèse, une fable. Peut-être le en russe, non? On ne peut pas me lire le petit ramier en russe aussi, ou ça serait trop? Il y a peu de gens qui vont comprendre le russe aussi. C'est pas grave. Peut-être pour les sonorités? Ah oui, c'est bien. Oui, oui. Très bonne idée. De toute manière, c'est en bilingue, le texte parallèle. Стонет сизый голубочек, стонет он и день и ночь. Миленький его дружочек отлетел надолго прочь. Он уж более не воркует и пшенички не клюет. Все тоскует, и тихонько слезы льет. С нежной ветки на другую перепархивает он, и подружку дорогую ждет к себе со всех сторон. Ждет ее, увы, но тщетно, знать судил ему так рок. Сохнет, неприметный, страстный, верный голубок. Он к травке прилегает, носик в перья завернул. Уж не стонет, не вздыхает, голубок навек уснул. Вдруг голубка прилетела, приуныв издалека, над своим любезным села. Будет голубка. Плачет, стонет, сердцем ноя, ходит милого вокруг, но, увы, прелестна Хлоя, не проснется милый друг. Et si vous permettez un troisième et dernier petit texte en ce qui me concerne, c'est une fable de Krylov. Pareil, on peut la lire en bilingue, peut-être. Faire une strophe? Non, ça casse. Ça casse. Non, Anita va lire sa traduction, et puis peut-être en plus ça. Alors, ça s'appelle loucha. Loucha, c'est comme le borscht. C'est-à-dire que c'est une soupe typiquement russe. C'est pourquoi on a choisi avec Daniel de garder le mot oucha. Ah oui. Et peut-être un mot sur Krylov, juste un mot, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Krylov, c'est de La Fontaine russe, voilà ce que je veux dire. Ils étaient d'ailleurs plus nombreux, il y a beaucoup de fabulistes au XVIIIe siècle. Mais Krylov a une langue très archaïque et il appartenait à ce courant des archaïsants, poètes qui s'opposaient aux les archaïsants s'opposaient aux Moderniste. Je sais plus. Oui, aux modernistes, évidemment. Bon, alors, j'ai voulu le cas de... Et comme La Fontaine, certaines de ces fables, pas toutes évidemment, mais certaines de ces fables sont connues de tout enfant qui est allé à l'école. Voisin, mon cher, je t'en prie, mange un peu. Voisin, je suis repu.
Il n'y a pas de mal à ça. Encore une petite assiette. Écoute, cette hurrah, sapristi est divine. J'en ai avalé 3 assiettes. Pourquoi compter? Il suffit que tu en aies envie. Et à ta santé, mange tout. Fameuse hurrah, comme elle est grasse, on la dirait enrobée d'ambre. Fais-moi plaisir, compère, mon cher. Voilà, un morceau de brème, des abattis et un bout de sterlet. Encore une cuillère au moins. Oh là, femme, viens encourager le compère. C'est ainsi que le voisin Damien régala son voisin Phocas, sans lui laisser le moindre répit. Or, Phocas, depuis longtemps sué à grosses gouttes. Malgré tout, il accepte encore une assiette. Rassemblant ses dernières forces, il engloutit le tout. Voilà un ami comme je les aime, s'exclama Damien. En revanche, je ne supporte pas les arrogants. Allons, encore une assiette, mon cher. À ces mots, mon pauvre Phocas, qui avait beau aimer la soupe aux poissons, pour échapper à une telle calamité, saisit à deux mains ceinture et toque et s'enfuit éperdument chez lui. Et il ne remit plus les pieds chez Damien. La morale. Écrivain, heureux es-tu si tu possèdes un don véritable, mais si tu ne sais pas te taire à temps et épargner les oreilles de ton prochain, sache que ta prose et tes vers seront pour tous plus écœurants que l'hurrah de Damien. Je vais le... Демянова уха. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло. Нужды нет, еще тарелочку, послушай. Ушицы, ей же ей на славу сварена. Я 3 тарелки съел. И полно, что за счеты, лишь стало быть охоты. А то во здравии еще до дна. Что за уха, да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потешь же, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена. Так почивал сосед Демян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот, однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает всю. Вот друга я люблю. Вскричал Демян. Зато уж чванных не терплю. Ну скушай же еще тарелочку, мой милый. Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такое, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой, и с той поры к Демяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать во времени умеешь, и ближнего ушей ты не жалеешь, то ведай, что твои и проза, и стихи тошнее будут всем Демяновой ухи. Alors je passe le micro à Daniel pour vous lire le dernier poème. Donc Anita m'a demandé de lire l'Ode à Dieu de Dirjave, qui en fait se retrouve, qui est le premier poème de l'anthologie du 19e siècle, c'est ça? Puisque en fait Dirjave est un poète du 18e, mais il meurt au début du 19e siècle. Mais l'œuvre est écrite en 1881. Et voilà, il est fait à la fin du 18e. À la fin du 18e. Et donc il meurt en 1816. Il avait eu le temps de reconnaître le talent de Pouchkine. Et donc c'est un peu aussi la fin de cette anthologie. C'est vraiment, donc j'ai effectivement dû relire l'ensemble des poèmes et je les ai lus donc poète après poète dans l'ordre chronologique. Et j'ai trouvé ça effectivement passionnant parce qu'on découvre vraiment la manière dont la poésie, la voix se cherche, la langue, parce qu'on commence avec du polonais, puis on commence avec un russe qui nous a d'ailleurs quand même donné pas mal de fil à retordre, parce que c'est pas tout à fait du russe, et puis on tombe dans ce russe qui est encore
beaucoup engoncés dans les archaïsmes, donc justement qui vont faire l'objet de toutes ces controverses, et dont, mais justement Karamzin dans sa prose et puis Pouchkine vont se libérer, tout en les gardant aussi, parce que la poésie de Pouchkine est pleine de slavon, de slavonisme, malgré le rapprochement avec la langue parlée. Donc on trouve vraiment la formation de la poésie et de la langue russe. On voit aussi comment la poésie est importante en fait. C'est vrai que la prose est plus facile à traduire, on connaît mieux la prose, mais la poésie reste tout à fait essentielle. Et on voit aussi derrière la formation de la Russie, en fait, de l'État russe, avec toute sa violence, tous ses problèmes, mais aussi toute cette grandeur de cette culture qui naît devant les yeux à la suite de ce qui s'est passé avec Pierre le Grand. Donc, on a le siècle de Catherine, et puis donc on a énormément de thèmes différents qu'on retrouve beaucoup dans la littérature du 19e, par exemple le thème de la guerre qui est présent partout, mais qu'on retrouve beaucoup encore chez Pouchkine, et peut-être chez Tolstoï, plus tellement dans la poésie après, mais chez Tolstoï, il y a beaucoup d'influence de la poésie occidentale, d'abord de la poésie antique, on retrouve l'Antiquité, en fait on retrouve un peu toute la poésie de l'Europe dans une perspective nouvelle, y compris d'ailleurs dans une recherche de la spécificité russe, avec cet incroyable poème que je ne connaissais pas du tout de Nikolai Lvov, qui est apparemment un personnage. Les personnalités c'est un siècle de personnalité, c'est un siècle de changement, c'est un siècle de tourments politiques aussi nombreuses, mais les personnalités sont très fortes. D'ailleurs, certains de ces poèmes sont aussi des savants comme Romanov, ou des hommes d'État comme Tirjan d'ailleurs, ou ont d'autres spécialités. Donc cette ode assez extraordinaire et assez baroque, mais aussi d'une certaine façon très moderne de Nikolai Lvov, qui représente la Russie sous forme d'hiver, qui vient régner à Moscou et puis qui est chassé par toutes ces influences occidentales qui lui paraissent, disons, amoindrir la vigueur de la Russie représentée par cette allégorie de l'hiver présentée comme une femme qui vient en traîneau dans la ville de Moscou et puis qui en est chassée piteusement pour laisser place au luxe et de la civilisation nouvelle. Voilà, donc on voit toutes ces contradictions et je crois que pour ceux qui s'intéressent à la culture russe, de moins la littérature du XIXe siècle, ça ouvre beaucoup de perspectives. Et puis il y a quand même des joyaux, on en a plus quelques-uns. Alors, il y a tous les styles, c'est parfois sentimental, c'est parfois un peu mièvre, c'est parfois au contraire un peu rugueux. Et donc vous avez parlé de ces scènes de bataille du début de l'anthologie, c'est Prokopovitch. Mais il y a aussi de très grands poèmes philosophiques. On découvre vraiment, par exemple, Radish fait un très très grand poète, Lomanov fait évidemment un très grand poète, et les poèmes retenus sont très... On a retenu finalement sur la couverture un extrait avec des grands espaces et grandes constructions de cette poésie baroque qui nous parle, je pense, assez directement aux Parisiens. On vient de faire l'éloge de Paris, et Paris est aussi une ville baroque. Enfin, il y a des monuments baroques, et finalement, on dit souvent que Saint-Pétersbourg et Paris se ressemblent un tout petit peu. Voilà, donc je vais m'arrêter là et donc lire, c'est un tout petit peu long, mais je crois que c'est dommage de couper en même temps. Donc c'est la traduction de mon père, je vais lire la première strophe peut-être en russe d'abord. Donc ça s'appelle Бог, Dieu. О ты пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечный, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий, единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Ô toi sans borne dans l'espace, qui vit dans l'être en mouvement, prééternel au flux du temps, sans face en trois divines faces, partout présent et toujours un, qui n'a ni origine ni lieu, toi que nul homme ne peut saisir, qui emplit tout et tout embrasse, qui tout conserve et édifie, ô toi que nous appelons Dieu.
sonder l'océan, dénombrer les grains de sable, les planètes, l'intelligence le pourrait. Tu es sans nombre ni mesure, et les esprits que tu éclaires, que ta lumière engendrée, ne peuvent percer tes destinées. À peine notre pensée s'élève qu'elle disparaît dans ta grandeur, comme un jour dans l'éternité. Et le chaos intemporel, tu l'as tiré de l'éternel, l'éternité d'avant les siècles, en toi-même tu l'as fondée. De soi par soi tu te composes, en soi à travers soi tu luis. Tu es lumière de toute lumière, te projetant dans le créé, tu fus, tu es, tu seras. Tu réunis la chaîne des êtres, tu la maintiens, la vivifies. À l'origine tu joins la fin, et par la mort tu donnes la vie. Comme fusent, retombent les étincelles, de toi jaillissent les soleils, comme par un clair jour d'hiver, scintille du givre la poussière, et puis tournoie aussi, lui, tels sont les astres à tes pieds. Ces millions d'étoiles qui brillent et qui traversent l'immensité, versent se pliant à tes décrets, des rayonnements qui vivifient, mais ces flambeaux incandescents, ou ces montagnes de cristaux, ou ces vagues d'or qui bouillonnent, toutes ces lampes prises ensemble, ne sont que nuit par-devers toi. Qu'est-ce donc par-devers toi la terre, une simple goutte dans l'océan? Qu'est-ce donc pour toi tout l'univers? Enfin, que suis-je devant toi? Dans cette immense masse d'air, j'ai beau multiplier les mondes par des millions d'autres planètes, quand j'ose les comparer à toi, ils apparaissent comme un point, et moi, ô Dieu, je ne suis rien. Mais en moi tu rayonnes par la grandeur de tes bienfaits, en moi tu reflètes ton être comme le soleil dans une goutte d'eau. Je ne suis rien, mais j'ai la vie. Insatisfait, je prends l'envol, allant planer dans les hauteurs, mon âme pressant que tu existes, elle scrute, sonde, résonne. Je suis, pourtant tu es aussi. Tu es. La nature me l'annonce, mon cœur me le proclame haut, ma raison m'en assure autant. Tu es, je ne suis plus néant. De l'univers infime parcelle, je suis placé, je le vois bien, au digne milieu de cette chaîne, succédant aux êtres charnels, se tiennent les anges incorporels, et de cette chaîne je suis le lien de tous les mondes créés, le terme extrême de la matière, le point central de tout vivant, le trait premier de l'ordre divin. Je suis un corps de poussière, une tête qui dompte le tonnerre, un roi, un cerf, un ver, un dieu. Mais si je suis si merveilleux, d'où suis-je venu? Nul ne le sait, oh par moi-même je n'ai pu l'être. Ô Créateur, tu m'as créé, je suis l'enfant de ta sagesse, source de vie, maître du bien. Âme de mon âme, tu es mon roi, à ta justice il convenait que ta créature immortelle passe par l'abîme du trépas, que mon esprit revête la mort, qu'à travers elle je puisse gagner, ô Père, ton immortalité. Inexprimable, inaccessible, je sais mon âme est impuissante dans les efforts de sa pensée, à esquisser fût-ce ton ombre, mais s'il nous faut te glorifier, les faibles mortels que nous sommes n'ont qu'un moyen pour t'honorer, en s'élevant sans cesse vers toi, en s'abîmant dans ta grandeur et en versant des larmes de joie. Bon, on va clôturer cette petite rencontre. Et je remercie tous ceux qui sont venus.